Steven Spielberg, le réalisateur de Jurassic Park, de E.T. et de plein d'autres gros succès, il a perdu 50 millions de dollars au début des années 2000 parce qu'il a confié son argent à un soi-disant génie de la finance. 50 millions de dollars. Spielberg, il fait partie des célébrités, et il y en a beaucoup, qui ont été victimes de l'une des plus grosses fraudes financières de l'histoire, avec au total, tenez-vous bien, 65 milliards de dollars qui se sont volatilisés. Bienvenue sur Investia, le podcast finance et investissement accessible à tous. Et on va passer un petit moment à discuter d'une histoire qui est l'une des histoires les plus passionnantes de l'histoire de la finance. Malheureusement, les histoires les plus passionnantes, c'est souvent les histoires d'arnaque. Vous avez vu le Loup de Wall Street, vous avez aimé le Loup de Wall Street, j'ai aimé le Loup de Wall Street. On est comme ça, les humains fonctionnent comme ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter l'histoire de l'escroc qui a marqué Wall Street pendant plus de 3 décennies, qui est arrivé au sommet, qui a volé 65 milliards et qui a tout perdu après avoir arnaqué des milliers de personnes. Vous connaissez très sûrement le nom, mais vous ne connaissez peut-être pas la personne. C'est le fameux Bernard Madoff, ou Bernie pour les intimes. Avant qu'on commence, je compte sur vous si c'est pas fait. Ça me ferait très plaisir si vous pouviez prendre le temps sur Spotify de simplement mettre 5 étoiles. Ça prend 2 secondes si vous lisez le podcast, vous avez juste à appuyer sur 5 étoiles, et ça se fait directement, et ça soutiendrait énormément mon travail. Je vous rappelle que vous pouvez mettre le podcast en x1,2, x1,3, x1,5, x0,8 en fonction de la vitesse que vous aimez. Si vous voulez ajuster mon rythme de parole. On y va pour une petite histoire. Celle de Bernard Madoff. On est le 29 avril 1938 à New York et Bernard voit le jour. Il grandit dans le Queens, à l'est du Manhattan. Il vient d'une famille juive modeste, ses grands-parents viennent d'Autriche, de Roumanie, de Pologne. On l'appelle le petit Bernie, il a une enfance classique. Voilà. J'aime pas trop les points sur les enfances, donc allez hop, c'est fait. Jusqu'à ses 20 ans, il a jamais trop baigné dans le domaine financier. Mais la famille, elle a de plus en plus de problèmes d'argent, donc sa mère, elle décide d'ouvrir une société de courtage, et elle s'enregistre à la bourse de New York, avec l'espoir de sortir sa famille de la misère. Sauf que très rapidement, elle fait faillite. Elle est même suspectée de faire des trucs pas très légaux, pas enregistrés par la SEC, le gendarme des marchés financiers américains, qui souhaite contrôler ses activités. Mais Sylvia, la maman, refuse de montrer les comptes et documents officiels de son entreprise. Déjà, c'est un peu louche. Quoi qu'il en soit, la famille Madoff, elle n'est pas sortie d'affaires et elle a une jolie dette d'impôt de 13 000 $, c'est l'équivalent de 130 000 aujourd'hui avec l'inflation. Bernard, il voit tout ça, il est très jeune, mais il voit que c'est compliqué, donc il se dit qu'il faut agir et il décide de faire des études pour sortir sa famille de la pauvreté. En 1956, il part étudier à l'université d'Alabama en sciences politiques. Sauf que l'Alabama, c'est bien, mais il comprend rapidement que s'il veut vraiment des grosses opportunités, il doit retourner là où tout se passe, à New York. Au bout d'un an, il est transféré à l'université d'Hofstra, sur l'île de Long Island, proche de son quartier d'origine. En 1959, il épouse sa copine du lycée, Ruth Alpern, qui travaille à Wall Street, à ce même moment. Et un an après, il a son diplôme. Tout roule pour lui, sa famille a quelques problèmes d'argent, mais tout va bien dans l'ensemble, on a connu pire. Sauf que lui, il veut quand même travailler rapidement pour gagner de l'argent. Mais à cette époque, Bernie, il s'intéresse toujours pas tant à la finance. Lui, ce qu'il aime, c'est la natation. Il n'a pas eu la chance de voir l'exploit de Léon Marchand au JO, mais Bernard Madoff, et ça je pense que vous le saviez pas, il a son petit niveau. Et grâce à ça, il trouve un travail de maître nageur sur les plages de Long Island. C'est parfait, il est diplômé, il est jeune, il est maître nageur, il commence très rapidement dans la vie active et petit à petit, c'est le stéréotype du jeune parti d'assez bas qui s'en sort. À 22 ans, il a réussi à économiser 5 000 $ avec son nouveau travail. Et à force d'être avec un entourage qui s'intéresse à la finance, il décide lui aussi de tenter l'aventure et il fonde la Bernard Madoff Investment Securities LLC, un nom extrêmement long pour une société de courtage spécialisée dans les penny stocks, les sociétés dont l'actif est valorisé à moins d'$1. Puis les small caps, les entreprises avec une valorisation comprise entre 300 millions et 2 milliards de dollars, donc les petites actions. Peut-être que vous avez vu ça dans le Loup de Wall Street, quand il se fait virer au tout début et qu'il va dans le bureau un peu miteux, c'est ça qu'il trade, c'est des penny stocks. Son beau-père dirige une société de comptabilité et il est déjà bien installé à Manhattan. Donc, il décide de lui fournir 50 000 $, l'équivalent de 500K aujourd'hui, donc c'est beaucoup, pour que Bernard lance sa nouvelle entreprise. En plus de ça, Saul, il lui apporte quelques clients de son carnet d'adresses. Le soutien de son beau-père, il permet à la Bernard Madoff Investment Securities LLC, c'est la dernière fois que je dis le nom entier, maintenant je vais dire la boîte de Bernard,
de croître assez rapidement. Il commence à embaucher certains membres de sa famille dans sa société, sa femme, puis son frère, Peter Madoff, avocat, qui sera en charge de la conformité de la société. Ce qui est plutôt marrant, quand on voit à quel point la boîte était très conforme à la fin de toute cette histoire. Ensuite, il fait rentrer ses 2 fils, Andrew et Mark. Ça devient une affaire familiale. Andrew et Mark, ils sont traders de la société. On va revenir vers eux plus tard. La Bernard Company, c'est mieux que la boîte de Bernard quand même. On va l'appeler comme ça maintenant. Elle s'élargit très très vite. Et elle devient de plus en plus conséquente jusqu'à être market maker. Market maker, c'est le fait de jouer le rôle d'intermédiaire dans l'achat et la vente de titres pour le compte des clients fortunés. En 1970, son entreprise prospère. Et Bernie commence à avoir de plus en plus de contacts. Selon les témoignages, la société représentait 5% du volume total des transactions à Wall Street dans les années 80. C'est gigantesque. Les mecs ont créé un empire. Et cette croissance très rapide, elle va fortement contribuer à la popularité de Bernard dans le milieu financier. Il devient reconnu et il incarne cet américain modèle à la success story dont tout le monde rêve. Un mec du Queens qui vient de loin, d'une famille modeste, qui fonde une société à succès à seulement 22 ans et qui gagne beaucoup d'argent. Et en plus, il est très bien entouré. Sa famille l'accompagne au quotidien, et il les a aidés à sortir de la misère. Et du coup, Bernard, il a une excellente réputation. Les gens le voient comme un super bon mec, vraiment. Et cette vision qu'ont les autres de lui, il va s'en servir pour accroître encore plus sa popularité. Il va se montrer de plus en plus. Sa réussite fait de lui un homme philanthrope, à la tête de plusieurs associations. Il donne de l'argent pour des causes qui lui tiennent à cœur. Il va donner 6 millions de dollars pour la recherche médicale quand son fils Andrew a été diagnostiqué d'un cancer. Et ses actions ont bien assis son pouvoir et la vision qu'ont les autres de lui. Un homme plein de succès, un vrai modèle. Avec sa société, il va aussi participer à la démocratisation du trading électronique, qui n'existe pas encore à l'époque, on est dans les années 70. Son frère et lui vont donc mettre en place tout un système informatique qui va servir à la création du Nasdaq. En 1971, la seconde plus grande bourse de New York, spécialisée dans la cotation d'entreprises technologiques. Bernie gravit toujours plus d'échelons, il devient même président du Nasdaq entre 1990 et 1991, et il reprendra son poste en 1993. À ce moment-là, c'est le génie de la finance, vraiment, il est intouchable, il est au top de la pyramide. Et quand on parle de pyramide, on va voir que derrière cette vision de modèle qui réussit tout ce qui touche, c'est caché l'un des plus grands escrocs du monde financier. Pour qu'on comprenne bien toute la fraude gigantesque que Bernard va mettre en place, je vais pas faire comme si vous saviez pas que ce mec était un scammer. Laissez-moi vous introduire l'homme qui a inspiré de multiples escrocs dans l'histoire, le fameux Charles Ponzi. Charles, c'était un escroc italien qui est connu pour avoir réalisé une énorme fraude financière au début du XXe siècle qu'on appelle le système de Ponzi. En gros, comment ça fonctionnait ? Tout simplement, il promettait à ses clients, à ses victimes, on les appelait comme on veut, des rendements de 50% en 45 jours ou de 100% en 90 jours. Il arrivait, il te disait, il jouait un peu le mystérieux, et il te disait que si tu lui donnais ton argent, il te faisait 100% en l'espace de 3 mois. Bon, pas besoin d'un schéma pour comprendre que c'est juste aberrant et absolument irréalisable, sauf que pour assurer ses rendements, qu'est-ce qu'il faisait ? Il utilisait l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les plus anciens, sans véritablement investir le capital. Il n'y avait aucun capital investi, l'argent des rentrants servait à payer ceux qui étaient déjà ici. Sauf que tout s'est effondré en 1920 et a fait des milliers de victimes. Son nom est donc devenu très connu et est utilisé lorsqu'on parle d'un système pyramidal où les nouveaux financent les premiers. On appelle ça une pyramide de Ponzi. Et vous voyez où je veux en venir. C'est ce modèle qui a inspiré notre bon vieux Bernard. Grâce à sa notoriété, il attirait les investisseurs dans un fonds privé un petit peu caché du grand public et des marchés. Il les faisait un peu miroiter. Au début, il leur disait que c'était un peu exclusif, qu'il fallait être quelqu'un pour être dans ce fonds, que c'était pas réservé à tout le monde. Et donc toi, t'allais vers lui en lui disant « Allez, s'il te plaît, fais-moi rentrer ». Et ces gens, ils leur promettaient des rendements constants, aux alentours des 17% par an. Alors, 17% par an, pourquoi pas dans les meilleures années, et quand le marché se porte très bien, c'est possible. Sauf que faire ce rendement tous les ans pendant plusieurs décennies, c'est littéralement impossible, pour une raison très simple. Les marchés fluctuent et sont volatiles. Ce qui ne permet pas même aux meilleurs traders de faire des performances aussi intéressantes, et d'en plus les répéter chaque année. Sauf que, souvenez-vous,
Madoff, il a une image hyper clean dans le milieu. C'est le modèle parfait de réussite aux États-Unis. C'est le boss, le mec a été président du Nasdaq. Il n'y a pas une personne qui doute de ce mec. Et il a déjà acquis la confiance des gens les plus fortunés autour de lui. Surtout qu'il finance aussi des partis politiques, notamment les démocrates. Donc il sait très bien comment faire pour entretenir cette image de gendre idéal, tout en faisant grossir son carnet d'adresses. C'est là où c'est fort. Forcément, si vous avez de l'argent que vous voulez investir mais que vous ne savez pas quoi en faire, Madoff est le gars parfait à qui vous pouvez confier votre épargne sans même lui demander ce qu'il allait faire avec. Vous étiez sûr de faire 17% par an. Et ce qui est fort, c'est que Charles Ponzi proposait 100% en 3 mois. Tu fais ça dans les années 90, les gens te rient au nez et te disent « Bah non, t'es un arnaqueur ». Là, 17%, si le gars est excellent, c'est impossible concrètement. Mais il y a le doute. On se dit « Ah, 17%, ouais, ça se fait ». C'est là où c'est très très fort. Donc pour atteindre cette performance, Bernard, il utilisait la méthode de Charles Ponzi. Il payait les intérêts des plus anciens investisseurs avec le dépôt des nouveaux clients qu'il attirait, grâce à son statut. Au final, les fonds n'étaient pas du tout placés sur les marchés financiers. Le génie de la finance était simplement en train de construire une immense pyramide, avec à son sommet Bernard lui-même, qui amasse une fortune de plus en plus importante. Selon les experts, il aurait lancé sa stratégie dès les années 70, mais il aurait vraiment fait passer la pyramide à un autre level dans les années 90. Bernard, il gérait son fonds avec une section distincte de son entreprise de base qu'il appelait Investment Advisory Business, pour que les salariés ne soient pas impliqués. Pas impliqués, au moins au début. Les clients ne s'aperçoivent de rien, et Madoff attire des grosses fortunes. Des entreprises, des banques, ou des particuliers très riches. Et en vrai, quand on regarde ça avec un petit peu de recul, les rendements auraient pu en alerter certains. Surtout que la plupart, ils avaient 2-3 notions en finance. Mais je vous l'ai dit, et j'insiste vraiment sur ça, le mec n'a à son actif que des succès. Ça fait 20 ans qu'il est là. Personne ne se doute de sa capacité à réussir. Son escroquerie fonctionne extrêmement bien, tellement bien qu'en 2008, la fortune personnelle du couple Madoff est estimée à plus de 825 millions de dollars, soit plus de 5 milliards de dollars aujourd'hui. Le mec a des biens immobiliers un peu partout dans le monde, notamment en France, dans la région du Cap d'Antibes, où il était l'heureux propriétaire d'une villa au style méditerranéen, si ça vous intéresse. Parmi les clients qu'il a escroqués, on a Steven Spielberg, qui avait investi plusieurs dizaines de millions de dollars avec son fonds caritatif, la Wunderkinder Foundation, appelée maintenant aussi la Heartland Foundation. On a aussi le couple d'acteurs américains Kevin Bacon et Kyra Sedgwick, qui ont joué dans des films plus ou moins connus. Ils avaient investi une grande partie de leur économie personnelle, et du côté institutionnel, tenez-vous bien parce qu'il y a des institutionnels. On a la banque HSBC qui avait investi des milliards de dollars, ou encore l'Union bancaire privée, une banque privée suisse qui avait investi plusieurs centaines de millions de dollars. C'est difficile d'estimer le nombre exact d'investisseurs dans ce fonds, mais Madoff aurait eu plusieurs milliers de clients en direct, sans compter les clients indirects, qui ont subi des dommages collatéraux. On va en reparler. Madoff, il est au sommet depuis plusieurs années. Ses investisseurs gagnent soi-disant toujours plus d'argent et le capital sous gestion ne fait que d'augmenter. Sauf que ça fait déjà 30 ans que ça dure. Et c'est de plus en plus difficile de cacher toutes les pertes. Du coup, une partie de l'équipe de secrétaires va, sans aucune connaissance en finance, créer des faux documents d'achat d'actions et de vente pour les envoyer tous les jours aux clients. Les salariés, qui n'étaient pour la plupart pas impliqués dans l'affaire, commencent à l'être, mais sans même le savoir. Sauf que la fraude grossit, et si Bernard veut continuer, il doit toujours attirer de nouveaux investisseurs pour financer les anciens. C'est là où tu te crées une sorte de prison. C'est que tu n'as pas le choix. On a donc ce premier problème qui vient déstabiliser l'arnaque de Madoff. Et il faut pas oublier que le gars fait ça dans les années 70. Là, on s'approche de l'année 2008. Et à ce moment-là, Madoff s'apprête à littéralement tout perdre. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire des marchés financiers ou qui suivent ce podcast Investia. Ah non, je n'ai pas fait la crise de 2008 pour l'instant. Vous avez de la chance. Vous savez qu'en 2008, le monde entier a connu une grosse crise. Et ça, notre modèle de réussite, il l'a pas vu venir. Après une période de forte croissance, notamment du secteur de l'immobilier, les marchés financiers se sont retournés et sont frappés par ce qu'on a appelé la crise des subprimes. Les subprimes liés au marché du crédit immobilier ont entraîné un gros mouvement de panique sur les marchés financiers aux États-Unis et ça s'est généralisé partout dans le monde.
Forcément, c'était une période d'incertitude où les investisseurs avaient tendance à dérisquer leur position d'investissement pour aller chercher un rendement plus faible pour conserver leur capital. Du coup, plein de clients du fonds Madoff ont décidé de récupérer leurs fonds. En décembre 2018, c'est 7 milliards de dollars qui auraient été demandés à être retirés en même temps. Et comme la situation n'est pas propice aux investissements, il y a aussi de moins en moins de personnes qui veulent confier leur argent à la société de Bernard. Le problème, c'est que les pertes étaient tellement importantes que le fonds possédait plus qu'un tout petit milliard de dollars. Donc, compliqué de rembourser tout le monde. Et à partir de là, la faillite est inévitable, et Madoff en est conscient. S'il n'y a plus de nouveaux arrivants, impossible de financer les anciens, donc impossible de rembourser tous ceux qui partent. Du coup, le 10 décembre 2008, il annonce à ses fils l'étendue des dégâts, et il affirme avoir perdu 50 milliards de dollars qui ne lui appartenaient pas. À savoir que ses fils, apparemment, attention, n'étaient absolument pas au courant de ce que leur père faisait depuis toutes ces années. Bernard utilisera quand même les fonds qui lui restent pour payer ses dettes envers ses salariés et envers sa famille, et le lendemain, ses fils le dénoncent au FBI. Il est arrêté le 11 décembre 2008 pour ce qui sera considéré comme la plus grosse arnaque de l'histoire de la finance. Mais même s'il a payé ses dettes envers sa famille et envers les salariés de la société, il a quand même gardé 10 millions de côté pour payer les forces de l'ordre et être libéré le lendemain. Bienvenue en Amérique. Malgré ça, il assumera quand même ses actes. Et il insistera sur le fait qu'il était le seul à être impliqué dans cette affaire. Il essaye même pas de mentir, à quoi bon? Et de toute façon, il pourra pas, parce que les preuves sont là, devant tous les enquêteurs qui retracent l'histoire. Les clients, les investisseurs et le monde entier découvrent l'ampleur de l'escroquerie qu'il a montée pendant toutes ces années. Mais Bernard ne veut pas d'un grand procès médiatisé qui pourrait nuire encore plus à sa famille. C'est sûrement pour ça qu'il se défend pas et qu'il assume ses actes. Tous ses biens sont rapidement saisis, à hauteur de 80 millions de dollars, bien loin des 50 milliards de dollars manquants. En 2009, il plaide coupable de 11 chefs d'accusation, dont la fraude, le blanchiment d'argent, les vols de fonds, etc. Et le 29 juin 2009, à 71 ans, il est condamné à 150 ans de prison. Pourtant, son avocat voyait une peine qui allait de 15 à 20 ans maximum, mais non, il prend perpète. Selon les informations qu'on a du procès, les juges voulaient montrer l'exemple en le punissant avec la plus grande peine possible. Pendant l'audience, certaines victimes se sont exprimées, ce qui a montré l'impact et la détresse de certains touchés par cette affaire. Bernard s'excusera, mais bon, le mal est fait. Après une enquête approfondie sur plusieurs années, on découvrira que son comptable et d'autres collaborateurs sont aussi dans le coup. Logique, c'était pas le seul à avoir fait ça, et que la fraude, en fait, c'est pas 50 milliards, c'est plutôt 65 milliards. Donc il faut trouver 15 milliards pour rembourser tout le monde. Le truc, c'est que les clients veulent récupérer leur argent, ce qui est assez logique. Du coup, plein d'actions sont intentées en justice, plus de 60 000 au total. Une dizaine de victimes ont perdu plus d'1 milliard de dollars. On retrouve BNP Paribas, mais aussi AXA, qu'on connaît bien en France. Mais ça sera un total de 12 000 investisseurs qui auraient été arnaqués en confiant leurs fonds à des banques qui elles-mêmes ont investi dans le fonds Madoff. C'est là que c'est fou. C'est pas Charles Ponzi qui fait ça un peu en soum-soum dans des groupes et des clubs privés pour riches. Là, c'est un mec, son fonds, il était au milieu de tout le monde. Personne n'a rien vu. BNP Paribas investi, le Crédit Suisse investi, AXA investi. Des victimes collatérales, il y en a eu des centaines, voire des milliers. Des gens qui n'avaient rien demandé, qui faisaient simplement confiance à leur intermédiaire financier. À savoir, les clients de BNP ou les clients de AXA. En France, juste en France, la perte totale est estimée à plus d'1 milliard d'euros. Après le procès, Bernard est fini emprisonné à la prison fédérale de Butner, en Caroline du Nord. En prison, il aurait apparemment travaillé comme assistant dans l'éducation pour aider les autres détenus dans leurs études, et il s'est occupé des petites tâches de bureau. Mais même si Bernie a essayé de protéger sa famille en plaidant coupable très rapidement, son fils Marc a été grandement affecté par cette affaire. Il s'est donné la mort en 2010, 2 ans après l'arrestation de son père, après avoir été incapable de surmonter la honte et le poids des actes qu'il leur a infligés. Je pense aussi que le mec devait recevoir des menaces en permanence. Vous vous rendez compte, genre, son père a arnaqué 65 milliards. En lisant ça, on peut se dire juste, ouais, bon, voilà, tu passes à autre chose et tu dis c'était pas moi, mais il devait avoir des pressions permanentes. Madoff fait ensuite face à des gros problèmes de santé qui vont accélérer les choses, en même temps le mec a plus de 70 ans. Et en janvier 2020, il dépose une demande de libération anticipée pour raison médicale. 1 an plus tard, en avril 2021, il décédera à l'âge de 82 ans.
Sa mort a marqué la fin d'un gros chapitre très sombre de l'histoire de la finance américaine, mais son nom restera à jamais comme un symbole d'arnaque et de tromperie. Des années après la fraude, certaines victimes sont encore impactées. Même si l'enquêteur Irving Picard a réussi à récupérer une partie des fonds, l'équivalent de quelques milliards, on est encore très 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 loin de la somme. Et d'ailleurs, il y a certains investisseurs qui ont eu de la chance et qui ont retiré leurs fonds avant que tout s'écroule. Mais la plupart ont été poursuivis en justice pour rendre les fonds qui étaient considérés comme des profits fictifs. L'affaire Madoff, elle a également déclenché une grosse vague de réformes réglementaires pour améliorer la surveillance des investissements et pour aider à prévenir des futures fraudes. La SEC, elle a été particulièrement critiquée pour son incapacité à détecter l'arnaque, malgré quelques alertes et quelques avertissements. Il est surnommé l'escroc du siècle, ce qui est quand même pas rien. Et le nom de Bernard Madoff est d'ailleurs repris dans beaucoup d'affaires d'escroquerie financière, comme le Madoff du Maine-et-Loire en France, qui est une affaire de fonds d'investissement frauduleux, soi-disant située à Hong Kong. Et même si ça fait déjà plus de 15 ans, cette arnaque, elle est encore, à ce jour, considérée comme la plus grande fraude financière de l'histoire de Wall Street. Et elle le sera probablement pour très longtemps. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère que ça vous aura plu, une petite histoire sur Madoff. Il y a plein d'histoires incroyables sur les marchés financiers. Bon, c'est toujours un petit peu, voilà, ça tourne toujours autour de l'escroquerie, de la fraude, hein, vous doutez bien. Mais pas que. Et dites-moi si ce format vous plaît et si vous aimeriez avoir un petit peu plus de vidéos histoire. J'essaye un petit peu de varier, de tout faire pour que chacun puisse piocher ce qu'il veut. Merci beaucoup. C'était Lovig. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.